Bonjour et bienvenue, l'Office de tourisme de Toulouse est en direct pour ce dernier épisode de notre première saison. On vous emmène cette fois-ci découvrir toujours du patrimoine caché, méconnu, insolite, mais cette fois-ci, ça va être patrimoine naturel. Alors, je suis Chloé, je m'occupe des réseaux sociaux à l'Office de tourisme. Derrière la caméra, c'est ma camarade tout-terrain Lydie. Et aujourd'hui, nous sommes avec un médiateur des jardins du muséum à Borderouge. Nous sommes en effet sur le sentier oublié, une partie du jardin du muséum où on ne peut aller qu'avec un médiateur. Donc aujourd'hui, nous sommes accueillis par Patrice. Bonjour. Bonjour Patrice. Merci de nous accueillir sur le sentier oublié. Avec plaisir, je suis ravi d'emmener tout le monde ici dans cet espace qui est vraiment unique. Alors il est unique parce que par définition chaque lieu est unique, mais ici il se passe aussi quelque chose de spécial. Borderouge, c'est un quartier qui est très urbanisé, très résidentiel, et on a eu la bonne idée de garder quand même une bulle de nature, un coin de nature qui est vraiment en pleine ville. On est au cœur de la ceinture du périphérique, donc on est au cœur de la 4e ville de France et on a gardé notre petit coin de nature. Bien préservé. Alors, autant préservé que possible, on est sur un site qui est en fait l'ancien terrain d'une ferme qui serait tombé à l'abandon dans les années 50 à peu près. Et quand un terrain est à l'abandon, la nature reprend ses droits et revient. La mairie de Toulouse a racheté ce terrain dans les années 2000, à l'époque justement où tout ce quartier se construisait, ça poussait comme des champignons, les résidences. Et la bonne idée, c'est, partant du constat que c'était redevenu naturel, est-ce que ça valait pas plus le coup de le valoriser plutôt que de construire? Et donc il y a un inventaire qui a été fait par un bureau d'études, c'est-à-dire on a compté en gros les plantes et les animaux qui vivaient là, et les résultats ont été extraordinaires, bien au-delà des espérances. On est sur le point chaud de biodiversité de Toulouse, c'est-à-dire il n'y a pas plus d'êtres vivants à Toulouse qu'ici au jardin du muséum. Et depuis, on le gère avec quelque chose qui est unique en France. On le gère selon un principe qu'on appelle la naturalité, qui consiste à ne rien faire. Alors ça pourrait paraître simple de rien faire, c'est assez compliqué parce que l'homme il a toujours tendance à avoir une emprise sur la nature. Ouais. Il agit sans cesse, il modifie, il a peur d'être envahi, etc. Ici, on laisse complètement la nature faire et on serait la seule structure publique en France à faire ça. D'où le côté vraiment unique par l'esprit de ce lieu-là. Et c'est aussi pour ça que si on veut venir, il faut qu'on vienne avec un médiateur. Alors voilà, qui dit nature, pour que ça se passe bien, il faut une forme de tranquillité et on permet au public de découvrir cet espace qu'avec un accompagnement. Ça permet de respecter un peu la magie de l'endroit et ça permet aussi d'apporter tous les compléments. Alors on ressent pas mal de choses quand on se balade dans cet espace. On pourrait tout à fait le parcourir sans un mot, juste en ressentant les choses. Mais c'est vrai qu'une visite accompagnée, ça permet d'avoir des compléments sur les petites choses qu'on voit, sur comment fonctionne la nature, sur ce côté anecdotique, sur casser les idées reçues, etc. etc. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors ici on est sur une tour d'observation, je ne sais pas si... Alors on est dans la tour d'observation de cet espace qu'on appelle le sentier oublié. On est à peu près à 6 mètres de hauteur et ça permet de dominer une partie de notre espace qui fait à peu près 3 hectares. C'est pas immense, mais avoir réussi à garder 3 hectares au sein d'un quartier résidentiel, c'était pas chose aisée. Et en fait on a différentes choses, différents paysages. Je ne sais pas si on l'aperçoit sur la vidéo, on a un saule pleureur qui est juste là. Oui. Et le saule pleureur, alors c'est un arbre chinois qui est planté par l'homme, toujours au bord de l'eau. De l'eau. Et il y a de l'eau. Est-ce que vous la voyez, l'eau? Alors, pas du tout. En fait, pas ici, immédiatement, en effet, c'est caché par la végétation. Mais juste derrière le saule, légèrement sur la gauche, on voit une espèce de grande étendue qui ressemble à un champ. En fait, c'est un étang qui, dans cette zone-là, est rempli de roseaux. Donc il y a quand même de l'eau, jusqu'à 2-3 mètres de profondeur, ça dépend des endroits. Et dans cet endroit, il est entièrement rempli de roseaux. Et ça, c'est un milieu humide qui est très rare dans l'ex-région Midi-Pyrénées, qu'on appelle une roselière. C'est la seule roselière de Toulouse. Et c'est sûrement une des plus grandes roselières de l'ex-région Midi-Pyrénées. Et ça, c'est un trésor d'espèces naturelles aussi. Parfait. On va se promener sur le sentier? On y va. Allez.
Alors c'est vraiment incroyable de se dire qu'on est dans Toulouse. Oui, il y a déjà cette sensation qui est là d'une nature qui s'exprime librement. Alors parfois les gens ils ont cette idée que ça va devenir fouillis, cafouillage impénétrable. Non, la nature elle est très organisée et puis ici elle propose des paysages différents. Alors ça aussi c'est important pour les animaux et les plantes qui y vivent. Par exemple ce qu'on a autour de nous là, c'est un type prairie, c'est-à-dire on voit des herbes qui poussent naturellement. On voit des fleurs au milieu des herbes, quelques arbustes, etc. Et du coup, il y a certains animaux qui vraiment sont particuliers de ces endroits-là. On va essayer d'aller en trouver quelques-uns au bord du chemin. Alors ce qui est rigolo, c'est quand on laisse faire la nature, on a des choses parfois qui sont pourtant communes à ce que l'homme produit. Ça c'est un poireau sauvage. Donc le poireau, à la base c'est une plante européenne qui pousse naturellement justement dans les prairies. On voit que la tige est petite et l'homme l'a domestiquée en faisant grossir la tige parce que bien sûr c'est la partie qui l'intéresse. Et là on voit une abeille classique, l'abeille à miel, qui est en train de butiner sur ces fleurs de poireau. Alors tous ces insectes, quand on les embête pas, ils sont vraiment inoffensifs. Une abeille, elle a un dard, elle peut se piquer, mais il faut vraiment beaucoup l'embêter pour que ça produise. Donc ici, déjà en France, il n'y a pas trop d'animaux dangereux et dans cet espace naturel, il n'y a vraiment aucun danger pour qui que ce soit. On est vraiment sur des animaux que l'on apprend à observer sans qu'il y ait de choses risquées. Très bien. Alors on est un peu loin, je ne sais pas si on va pouvoir rapprocher, mais il y a une espèce d'ensemble de toile avec une araignée qui est juste... Ah, elle vient de monter un peu. Et ça en fait c'est une araignée qui s'appelle la Pisore admirable et elle est admirable pour plein de raisons, mais notamment parce qu'elle s'occupe des petits. Donc là, elle a fait une espèce de nid, il y avait un cocon, les jeunes sont nés et pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, elle va continuer à les protéger. Ça c'est assez rare chez des animaux type insectes, araignées, etc. On appelle ça les soins parentaux. Et on a une araignée qui est une bonne mère qui s'occupe bien de ses petits. Ces petites fleurs violettes, c'est une fleur dont vous connaissez le nom, c'est ce qu'on appelle la réponse. Alors la réponse, si vous avez trop vu Walt Disney, vous pensez que c'est une fleur dorée. Non, la vraie réponse, la réponse cultivée, c'est cette plante-là qui est de la famille des campanules et qui fait des petites clochettes violettes. Donc on rétablit une vérité au détriment des rêves des petites filles et de princesses. Est-ce que vous le reconnaissez celui-là? Arbre très très courant à Toulouse. Un figuier? Oui, c'est un figuier, merci. Exactement, avec ces grosses feuilles ici. Alors on est dans un espace qu'on a rendu à la nature, mais il y a encore les traces de l'homme qui sont là. Ce figuier a sûrement été installé à l'époque où justement il y avait des fermiers qui étaient ici. On en trouve beaucoup dans les jardins. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en laissant librement évoluer la nature, il commence à avoir de plus en plus de mal à pousser. Il part vers nous, il vient chercher la lumière. Pourquoi? Parce que les arbres, eux, qui sont arrivés librement, lui prennent la lumière. Alors ça peut paraître triste pour lui, mais c'est intéressant parce que la nature, elle finit toujours par reprendre ses droits. Tout ce qui est construit ou installé par l'homme, au bout d'un moment, s'il n'y a pas d'entretien de la part de l'homme, un figuier il a besoin de lumière, il aurait fallu garder cette lumière autour de lui, et la nature finira par reprendre le dessus. Ok, bel exemple. Alors là, on arrive à une frontière. Est-ce qu'on peut voir les peupliers qui sont juste là? Donc on a au-dessus, voilà, un grand peuplier, même s'il est très droit.
Et à partir de cette zone-là, eh ben, on arrive dans un espace où l'homme n'a installé aucune plante. Donc on pense que c'est un ancien terrain cultivé, tombé à l'abandon il y a quelques décennies. Et de fait, l'endroit dans lequel on va pénétrer à partir de maintenant, c'est un endroit de nature intacte, où vraiment la nature a décidé de tout ce qui s'y passait et l'homme n'a rien installé comme plante. Donc on va aller voir ce que ressemble une nature intacte qui a à peu près 50, 60, 70 ans de vie. Et puis on va aller constater si elle est plutôt brouillonne ou plutôt organisée. Par ici. Alors à quoi ça ressemble autour de nous? On regarde à droite, à gauche. Une forêt? À une forêt. Et oui, la nature, sous notre climat, quand on la laisse faire, au bout d'un moment, ce sont les arbres qui viennent s'installer. Donc c'est une forêt qui est relativement jeune et les troncs ne sont pas très gros. On a des arbres qui sont quand même de petites sections, ça fait à peu près la taille de mon bras, un peu plus pour les plus gros. Et pourtant, ils ont quand même peut-être au moins 70 ans. Donc la nature, elle prend le temps de faire les choses, vraiment. Et on imagine d'autant plus l'impact d'abattre un vieil arbre en 5 minutes de tronçonneuse. Donc en effet, si on laisse faire, ça ressemble à une forêt. Après, est-ce que ça vous paraît brouillon? Est-ce que c'est envahi? Est-ce que c'est impénétrable? Non, pas tant que ça. Pas forcément, on pourrait imaginer traverser sans trop de soucis. Eh bien oui, parce que la nature, elle est organisée. Donc on a différentes couches de végétaux, on a des plantes qui sont au sol, là on a beaucoup de lierre, après on a des petits buissons qui arrivent et après on a les arbres qui viennent coiffer le tout. Et pourtant ici on est en absence de grands herbivores. C'est-à-dire que si en plus on avait la faune locale, sauvage, par exemple les chevreuils, les cerfs, les sangliers, on serait sur un endroit encore plus ouvert, encore plus organisé, plus libre. Et puis après, il y a une autre sensation qui est intéressante, c'est on est entouré d'un paysage naturel, mais si on tend un peu l'oreille, je ne sais pas si ça s'entendra sur la vidéo, on entend des enfants qui jouent dans le parc. On est à peine à 20 mètres du parc urbain. Donc on est quand même au milieu d'une ville, alors dans un espace qui est vert aussi. D'ailleurs, ce parc urbain a été construit pour servir d'écrin et de protection au jardin, à notre espace naturel. Mais pourtant, on est quand même en pleine ville avec ces activités de la ville et puis les bruits que ça procure. Donc on est vraiment dans cette frontière bulle de nature, mais on reste au sein de ce tumulte qu'on trouve dans la ville. Et enfin, je vais vous parler un peu de l'avenir de la nature. Est-ce que vous reconnaissez ce jeune arbre ici? Il dit le chêne. C'est un chêne. Est-ce que vous avez dit ça parce qu'il y a un gland au bout de la branche? Peut-être. Je passe sur ce jeu de mots. En effet, c'est un chêne. Alors, on est sur un type de chêne pédonculé ou chêne sessile. Bref, c'est le chêne assez classique. On en a quelques pieds un peu partout, mais on se rend compte depuis quelques années qu'il y a un autre type de chêne qui vraiment est en train de prendre le dessus. Il pousse énormément. C'est celui-ci, juste là. Et celui-là, c'est un chêne vert. Donc on voit qu'il est déjà un peu plus grand que les autres. Et surtout, il a une croissance qui est vraiment bien plus importante que les autres chênes. Or, le chêne vert, c'est plus un arbre méditerranéen. C'est plus un arbre qui aime pousser dans les climats très ensoleillés. Et cette plante, elle nous annonce une mauvaise nouvelle qu'on commence à tous savoir, c'est que le climat se réchauffe. Voilà. Les plantes ne mentent pas et s'adaptent vraiment aux conditions extérieures. Et si on voit clairement une grosse croissance du chêne vert, ça veut dire que si on laisse faire la nature ici, au bout d'un moment, on aurait plutôt une forêt de chênes verts comme on trouve sur les bords de la Méditerranée par exemple, plutôt qu'une forêt classique de la région de Toulouse avec d'autres types de chênes comme la forêt de Bouconne. Et dans ces forêts plutôt classiques, les forestiers qui gèrent les forêts enlèvent les chênes verts parce que c'est pas une essence intéressante pour faire l'exploitation du bois, etc. Nous ici on laisse vert, donc il n'y a que ici qu'on peut venir constater cette triste nouvelle d'une évolution climatique. On n'a pas besoin d'aller voir fondre la banquise forcément. Ici vous avez les chênes verts qui prennent le dessus. Alors on entend aussi des oiseaux. Il y a combien d'espèces d'oiseaux? Alors ici on est vraiment sur un endroit assez riche en oiseaux. On a dénombré plus d'une centaine d'espèces qui fréquentent cet endroit. Alors pas toute l'année, certains sont que de passage.
Et c'est un chiffre vraiment énorme pour une surface aussi petite. Mhm. Et ça, c'est dû aux différents milieux qu'on a. D'accord. Pour un ordre d'idée, sur une même surface en pleine forêt, on trouverait à peu près 3 fois moins d'espèces. D'accord. Alors on va clore la visite par une tentative, on va s'approcher d'un endroit où l'étang est en eau libre et on va essayer d'être le plus discret possible. Alors j'invite ceux qui nous regardent derrière aussi à se faire tout petit, à se baisser derrière leur écran parce qu'on va essayer de voir s'il y a des animaux sur l'étang. On y va. Ça marche. J'espère qu'on l'a vu à la vidéo, il n'était pas loin. Un oiseau assez gros qui s'est envolé, un très grand même, c'est le plus grand qui fréquente ce site, qui fait 1,80 m d'envergure, c'est le héron cendré. Alors c'est pas un oiseau si rare que ça, mais en ville on le trouve quand même pas fréquemment du tout. Et en fait ici il vient trouver une tranquillité et le fait d'avoir de l'eau libre, il vient pêcher, hein. C'est un oiseau pêcheur. Donc de fait ici on peut observer tous ces animaux liés à l'eau, il y a plusieurs espèces de hérons, on peut voir des martins pêcheurs, il y a plusieurs espèces de canards, etc. etc. On est vraiment sur un endroit qui offre encore une fois tranquillité et puis les ressources alimentaires aussi qui sont présentes. C'est une jolie parenthèse en fait, de venir ici. Il y a un côté, voilà, il y a un côté un peu improbable et puis moi j'aime bien utiliser ce mot de côté magique. Les gens parfois ils ont cette déconnexion qui opère à chaque fois, ils se sentent ailleurs, ils oublient qu'ils sont en ville et on a même parfois une déconnexion temporelle, le temps passe très très vite. Donc voilà, je pense que la nature est une valeur universelle parce que c'est une source d'émerveillement assez forte et ici la magie de la nature opère clairement. C'est clair. Eh ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Patrice, c'était vraiment très intéressant. Si vous aussi vous voulez venir visiter le sentier oublié, qu'est-ce que Alors on propose des visites tous les jours, pas le lundi, nous ne sommes pas ouverts le lundi, mais on propose des formats courts de visites d'une demi-heure le mardi, le jeudi et le vendredi, donc à midi et à 16 h. Et le mercredi, il y a une visite un peu plus longue à 16h30, tout comme le samedi, il faut suivre. Et le dimanche, on propose 3 visites. Donc le dimanche, c'est l'horaire où on peut le plus facilement venir profiter de ce site, 10h30, 14h30 et 16h30. Parfait, on remercie les équipes des Jardins du Muséum et du Muséum. On termine, alors c'était le dernier de la série et on était vraiment en pleine nature, on a eu des petits problèmes également de réseau. Mais on laisse passer l'été, on vous retrouve à la rentrée pour la deuxième saison de nos Facebook Live. Merci pour vos commentaires, merci pour votre fidélité parce que c'est vraiment très agréable de vous lire. Et bel été et bien sûr, visitez Toulouse.